Voilà, ben merci à toi. Je vais essayer aujourd'hui de vous faire une présentation, je dirais personnelle un peu de mon expérience, mais essentiellement sur le patrimoine, la restauration, la conservation à Lyon et dans le Rhône, puisque l'Académie a pour objectif premier de s'occuper de Lyon, mais on peut élargir au Rhône, je crois, sans, sans problème. Mon propos va se diviser en quatre parties. La notion d'analyse et de diagnostic du patrimoine. La deuxième notion qui est l'entretien et la conservation. La troisième qui est la restauration et avec les différentes démarches de restauration que certains connaissent et d'autres ignorent sans doute, Roskinienne, Charte de Venise et Viollet-le-Duc pour aller, je dirais, aux éléments les plus simples. Et puis en quatre, ce que j'ai appelé la restauration-création, où on a un travail architectural à la fois de restauration et de composition, d'extension, par exemple. En préalable, je vais peut-être, avant de présenter les différents exemples que j'ai retenus, une vingtaine d'exemples, je voudrais insister sur trois questions qui se posent systématiquement sur le patrimoine bâti. Euh, à la fois, d'une part, la sauvegarde, pourquoi sauvegarder, je dirais, et je citerai, sans vouloir être pédant, mais parce qu'il a des très belles définitions, Alois Riegel, qui distingue trois valeurs différentes du patrimoine ou trois valeurs que je pense complémentaires. D'une part, la valeur d'ancienneté qui se cumule avec la valeur historique. D'autre part, la valeur d'usage. Et enfin, la valeur d'art. Et je crois qu'il faut à la fois réunir les trois, mais en même temps bien distinguer les trois, puisque selon les cas, elles sont plus ou moins importantes. La valeur d'art pouvant être essentielle pour un bâtiment insigne et exceptionnel, alors que la valeur d'usage, vous le verrez dans beaucoup d'exemples, est parfois prioritaire par rapport à d'autres orientations, d'autres choix, si on peut dire. Donc l'autre point important dans la notion de patrimoine, c'est en général dès qu'il y a changement de propriétaire, tout simplement parce que c'est là où en général beaucoup de choses se passent. Et lié à ça, c'est la notion de changement de programme, qui est un sujet systématique, je dirais quasiment, sur le patrimoine et le bâti ancien. Et ce changement de programme, l'une des questions qui se pose systématiquement, qui n'a pas vraiment, à mon avis, de réponse, c'est est-ce qu'il est préférable de conserver le même programme sur un bâtiment. Par exemple, je citerai pour moi le cas extrême du palais de justice de Baltard, où, à mon avis, changer de programme aurait été quasi impossible, je pense. C'est sans doute un des cas extrêmes. Et à contrario, où la question s'est souvent posée, certains disant le contraire, c'est l'hôpital Édouard Herriot, où est-ce que l'hôpital détruit plus par son programme d'hôpital actuel, ou est-ce qu'il sauve l'hôpital Édouard Herriot? C'est le cas, je dirais, extrême inverse du palais de justice. Alors, partant de ces trois questions, je citerai, et j'y reviendrai souvent parce que c'est la charte de Venise qui est de 1964, est un des éléments, enfin un des textes, je dirais, qui est chaque jour utilisé, raisonné, utilisé pour le patrimoine, je crois quasiment par tout le monde, même si il est bien évidemment discutable, adapté systématiquement. Donc, la charte de Venise précise que la conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société. Une telle affectation est donc souhaitable, mais elle ne peut altérer l'ordonnance ou le décor des édifices.
C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et qu'on peut autoriser les aménagements exigés par l'évolution des usages et des coutumes. Donc voilà, je dirais une définition à la fois simple, mais dont l'objectif est assez clair. Pardon, c'est pas mon papier qu'il faut que je tourne, mais c'est... Donc, premier point très, très rapidement, très sommairement, c'est sur le patrimoine. Dès qu'on envisage des travaux, il est nécessaire d'avoir une démarche d'analyse, de diagnostic totalement indispensable, à la fois analyse historique et documentaire, analyse archéologique, analyse architecturale, bien sûr, et également, j'ajouterais, des sondages pour connaître le matériau, la couleur, bien d'autres éléments. Alors, cette notion d'analyse est ce qu'il faudrait systématiquement faire, mais on voit dans la pratique au jour le jour, et vous le verrez sans doute dans les exemples qu'on a, que, hélas, selon le maître d'ouvrage, selon le cas, selon le programme, selon l'urgence, on n'arrive pas toujours à remplir toutes les cases qui devraient être systématiquement respectées. Et là encore, je citerai la charte de Venise. Donc la restauration sera toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du monument. Alors je dirais que le précédé, c'est en général quand même le plus souvent fait. Par contre, accompagné, c'est assez rare, hélas, et très très difficile à mettre en œuvre. Alors maintenant, la partie suivante, donc, c'est de traiter de l'entretien et de la conservation. Donc, la conservation des monuments impose d'abord la permanence de l'entretien. Et on va voir que cette permanence de l'entretien, c'est une très bonne définition, mais la réalité est parfois bien autre. Je vous montrerai un bâtiment qui est d'ailleurs, dans mes exemples, il y aura des monuments historiques, mais il y aura des bâtiments patrimoniaux qui ne sont pas monuments historiques. Ici, nous avons un monument historique qui est un émetteur radio, un très beau bâtiment qui date, alors je n'ai pas noté, mais qui date de 1935, je crois, avant-guerre, puisque c'était un émetteur radio qui avait été créé pour Radio Lyon. Et donc cet édifice, qui je crois encore aujourd'hui, c'est une photo qui n'est pas toute récente, mais à peu près dans le même état, et ce à quoi on était arrivé, c'est uniquement de pouvoir mettre du contreplaqué pour boucher les fenêtres et casser le faux plafond parce qu'il s'effondrait et il menaçait de risque d'accident. Alors ce bâtiment appartient à une fondation qui est parisienne, la fondation Cognac-Aix de Chambrun et aujourd'hui Cognac-Jet, et qui voilà, est un peu insaisissable. Mais si vous arriviez à trouver, je trouve que c'est un lieu exceptionnel qui pourrait faire des aménagements remarquables. Sachant qu'il y a eu un projet à un moment et que ce projet a capoté parce que c'était des salles de spectacle et c'est une association locale qui s'est montée pour empêcher parce qu'ils craignaient le bruit. Voilà, autre bâtiment sur Dardilly, qui est lui propriété de la commune, qui est un très beau manoir qui était devenu une ferme et qui a été, je dirais simplement, sauvegardé en refaisant la toiture et en consolidant. Eh bien, donc je vais utiliser mon petit truc. Voilà, en refaisant la toiture, en réparant la charpente et en consolidant les galeries en bois qui étaient en trop mauvais état. Donc c'est Didier Replan qui a fait ces travaux, mais extrêmement modestes, puisque la commune propriétaire n'a aucun programme et aucune utilisation depuis 20 ans déjà. Et ici, la photo, c'est un très beau bâtiment, mais il faut savoir que l'environnement, c'est la porte de Lyon et c'est un environnement très ingrat. Alors, autre cas type sur la notion d'entretien
qui est l'un des sujets dans le Rhône les plus permanents et les plus difficiles, c'est les aqueducs romains. J'ai pas pris ceux de Chaponneau qui sont en meilleur état, mais j'ai pris ceux de Soucieux en Jarret qui, je pense, enfin, à ma connaissance, n'ont pas fait l'objet de travaux depuis 40 ans, sachant qu'il y en a quand même, rien que sur le Rhône, je pense qu'il y en a plusieurs kilomètres. Et donc l'entretien dépend à la fois des propriétaires, qui est extrêmement multiple. Ça peut être des propriétaires privés, ça peut être des communes, ça peut être des associations. Enfin, et donc il y a 36 cas de figure. Et je dirais, malgré la recherche à la fois de nos services, à la fois du département, des élus, de trouver un fil conducteur et une restauration générale, pour dire les choses très clairement, on n'y est jamais arrivé et j'espère qu'on y arrivera un jour. Mais en plus, le Rhône et la métropole s'étant séparés, ça ne va pas simplifier encore les choses. Alors ici, c'est une partie qui est à l'extrémité, en limite de Tassin et de Lyon 5e, et qui est devenue propriété de l'État parce que c'était sans propriétaire. Et donc, à ce titre, il y a pu y avoir une restauration importante par Didier Réplin, sachant que c'est un monument historique appartenant à l'État. Un monument classé, bien sûr, vu son... Voilà, alors donc ça c'était la première partie, entretien, je dirais. Ici, maintenant, on va aborder une, une, un- une évolution sur ce qui est la notion de restauration, qui est une approche plus lourde sur le bâti et sur le patrimoine. Alors cette approche, la Charte de Venise le définit également aussi. La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et des documents authentiques. Si on en a, bien sûr, ce qui n'est pas toujours les documents authentiques des aqueducs, je vous les passe, bien sûr. Et elle s'arrête là où commence l'hypothèse. Ça, c'est une des phrases qui est toujours à l'esprit et qui nécessite constamment une interprétation et une vision différente au cas par cas. Et sur le plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques révèle de la composition architecturale et portera la marque de notre temps. Alors je dirais que là-dessus, pour être simple et schématisé, les pays nordiques, surtout certains pays, respectent, je dirais, à la lettre cette définition, alors que je dirais la tradition, entre guillemets, française va plus sur une sorte de continuité subtile avec création. On le verra plus loin dans beaucoup d'exemples. Alors ici, le cas type du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon, c'est restituer des croisées à meneaux en pierre. Vous avez, pardon, donc les encadrements sont d'origine, sont en place, et par contre, les deux croisées en pierre ont été restituées et sont neuves, ont 20 ou 30 ans, mais sont réalisées dans la même pierre si possible, ou une pierre très proche, puisque la pierre dorée, on n'en a plus en exploitation quasiment. Donc on prend d'autres pierres, mais les plus proches possibles, autant en couleur qu'en porosité. Et d'autre part, la position et la forme ici n'avaient aucune interprétation, aucune hypothèse, puisqu'on avait... pardon. Merde, excusez-moi. Les encoches étaient en place, on trouvait exactement l'implantation, et on a un linteau qui est en deux morceaux qui prouvait obligatoirement qu'on avait bien une traverse centrale. Et sachant un petit détail amusant, c'est qu'à Lyon, on a eu des croisées à meneaux extrêmement tard. Cet immeuble, je crois, est de
de 1680, donc fin 17e, on avait encore des croisées à meneaux, alors qu'à Versailles, on faisait depuis très longtemps des fenêtres à la française. Alors, un autre exemple qui m'avait pas mal intéressé, c'était le château de Curie-Saumon-d'Or, qui est le château de la Trollandrie, qui était une propriété qui avait connu des nombreuses péripéties et qui était retombée à la métropole, enfin à l'époque à la communauté urbaine, à la métropole, et que la métropole a laissé à l'abandon pendant 20 ans et qu'elle a revendu à un promoteur qui a découpé le bâtiment en, je ne vous saurais pas dire le nombre de logements, mais une vingtaine de logements. Donc avec à la fois une réutilisation, avec, je ne vous le montrerai pas en détail, l'intérieur qui a été extrêmement difficile à maîtriser. Ça, c'est un des sujets dans un département, entre guillemets, riche comme le Rhône, où on a des redécoupes et des coûts au mètre carré qui font que les châteaux se redécoupent ou les grandes propriétés se redécoupent très, très systématiquement ou presque, et que la maîtrise de l'échelle de ces logements est extrêmement difficile à garder. Alors ici, ce château donc a été racheté par un promoteur qui a découpé et je vais vous montrer la restauration. Donc c'est un bâtiment pardon, en maçonnerie de pierre, mais dont on avait encore les traces de l'enduit avec des encadrements en pierre. Et on avait encore en place des fenêtres du XVIIIe siècle. Je vous montrerai le cas. Et des parties en pierre apparente. Donc là, on est arrivé une fois les travaux terminés. Vous retrouvez les encadrements en pierre qui ont reçu une légère patine pour protéger un peu la pierre dorée qui est assez fragile et un enduit à la chaux recouvert d'un badigeon de chaux. Alors la couleur ici, on ne l'avait pas, donc c'est une réinterprétation, mais je dirais qu'on est sans doute assez proche et en tout cas le matériau est très proche. Alors on a aussi, petit détail, des menuiseries. On avait des menuiseries du 19e à grands carreaux, des menuiseries à petits carreaux, et donc on a gardé les deux cas de figure selon à la fois l'intérieur ou par exemple des cas comme ça où on avait des menuiseries 19e avec des volets intérieurs, donc on a préféré garder la logique de la fenêtre du 19e alors qu'en haut celles-ci ont été refaites à neuf. Mais je vais vous montrer plus en détail. On a réussi, et c'est un sujet que j'ai toujours trouvé assez passionnant, à, excusez-moi, à conserver certaines fenêtres du 18e qui étaient vraiment les plus belles, et qui ont été restaurées. Vous voyez bien ici les parties refaites dans la restauration, mais on a gardé strictement les menuiseries avec ce qu'on appelle des fenêtres de doucine, des doucines très caractéristiques du 18e siècle. Et par contre, vous voyez ici, on a eu la chance. Alors, l'architecte, c'était du patrimoine, c'était Manuel Véran-Héry qui a suivi le chantier, sachant que c'était un promoteur qui voulait revendre au mieux, évidemment. Je n'en ferai pas d'autres commentaires. Et un très bon menuisier qui a fait à la fois c'est lui qui les a restaurés et qui a fait des menuiseries neuves vraiment strictement à l'identique avec des fermes, et c'est une chose de plus en plus difficile à faire. Et un des gros problèmes, je trouve, que j'ai eu en fin de carrière où les menuisiers disparaissent et on n'a plus que des fabricants de menuiseries et des poseurs, et on n'a plus de menuisiers. C'est une évolution assez catastrophique, je trouve. Alors, autre exemple de restauration totalement différente, ça c'était avec Philippe Allard. C'est l'hôtel de ville de Villeurbanne, dont, dont
qu'il y a eu des analyses sur les façades, les matériaux, parce que on est dans une période où on est entre les enduits à la chaux, les enduits au ciment, au petit ciment. Et qu'est-ce que veut dire le petit ciment? C'est encore un sujet après et la période du ciment-prong, qui est toute une période que passionne beaucoup de spécialistes ici de Tony Garnier. Et donc, l'ensemble a pu être conservé, restauré aussi proche du matériau existant, sachant que ces petits ciments sont entre la chaux et le ciment Portland et très, très difficiles aujourd'hui à restituer. Et par contre, l'un des points importants et qui est encore aujourd'hui remis en cause, c'est ces immenses et magnifiques menuiseries qui sont en fer extrêmement fines et gigantesques. Elles font, je ne sais plus, 5 mètres de haut ou pas loin, je pense. Et avec des verres dépolis de l'époque. Et donc, après moult discussions, et on a réussi à conserver. Alors, vous allez voir, les photos est très mauvaise, j'en suis désolé. Mais donc, on a réussi à conserver, Philippe Allard a pu conserver l'ensemble des menuiseries, les réparer et remettre des verres dépolis tout en gardant, alors on le voit peut-être mieux ici, on a gardé ces parties-là en verre clair, ce qui donne une sensation à l'intérieur de pouvoir voir à l'extérieur tout en gardant ce verre dépoli qui était typique de l'époque. Mais je sais que c'est un sujet qui est constamment remis en cause. Voilà, pardon. Donc, la restauration, maintenant, on va aborder la démarche, je dirais, la plus lourde, si on peut dire, sur le patrimoine, c'est la restauration. Donc, c'est rétablir à la fois les défenses et les protections naturelles, assurer une homogénéité des structures avec des compléments, des remplacements, des renforts, des réparations, souligner l'architecture, mettre en évidence les réparations ou l'inverse, estomper, masquer. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, la question entre est-ce qu'on doit marquer le moindre élément qu'on recrée ou est-ce qu'on doit l'estomper pour le fondre dans l'ensemble. Faire disparaître les accidents sans signification majeure. Donc la nécessité étant d'effectuer des jugements de valeur afin de parvenir à un ouvrage qui soit clair et lisible pour le public, tant du point de vue historique, architectural que constructif. Alors, j'ai différencié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon très schématique et sommaire. Il y en a ici qui vont trouver ça très primaire, mais je crois que c'est quand même les éléments les plus clairs qui nous guident constamment. Ce n'est pas la peine de chercher plus compliqué parce que dans ces théories très simplistes en apparence, on peut aller dans toutes les nuances après d'adaptation. Donc Ruskin, qui était un Anglais de fin 18e, si je ne me trompe pas, dit « Mais ne touchez pas à l'édifice véritable, sauf dans la mesure où il peut être nécessaire de le consolider ou de le protéger. Ces opérations nécessaires se résument à substituer de nouvelles pierres à celles qui sont usées, dans les cas où celles-ci sont absolument indispensables à la stabilité de l'édifice, à étayer avec du bois ou du métal les parties susceptibles de s'effondrer. » Donc Notre-Dame, il faudrait qu'on la laisse telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà une autre solution auquel peu avaient pensé. À fixer ou cimenter en leur place les sculptures prêtes à se détacher et de façon générale à arracher les mauvaises herbes qui s'intègrent dans les interstices des pierres et dégrader les conduites pluviales. Mais aucune sculpture moderne, aucune copie ne doit jamais, quelles que soient les circonstances, être mêlée aux œuvres anciennes. Donc c'est une théorie que je qualifie aussi d'archéologique, mais qui est, vous allez le voir, parfois utilisée. Ici, je vous ai sorti, si on peut dire, le site de Saint-Romain-en-Galles, le site archéologique, qui a été à la fois conservé en l'état et entretenu à minima,
Sachant, et ça c'est le Palais du Miroir qui fait partie de cet ensemble archéologique, où il est fait le minimum de choses, un peu dans la logique de Ruskin et dans la logique des archéologues, mais en même temps, on s'aperçoit très vite qu'il y a une dégradation et que si on veut pouvoir toujours le présenter dans la visite du musée, il faut quand même réparer. Par exemple, l'enduit dit romain au tuileau se dégrade tellement vite qu'il faut en restituer. Donc il faut quand même toujours réparer et on arrive toujours à une sorte de nécessité d'entretien très, très difficile et constant. Alors, autre cas un peu différent qui m'avait beaucoup intéressé, qui est pas très connu, loin de là, c'est l'ancienne église de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui avait été transformée en cinéma dans les années 60 et que la municipalité a voulu retransformer en salle polyvalente, en salle de sport. Et donc, on a eu, je dirais, la chance de pouvoir engager sur ce projet des années 2000 une transformation euh, avec un suivi archéologique simultané aux travaux, ce qui est une chose souvent très difficile à obtenir parce qu'on a en général la réponse des archéologues, j'en vois ici, qui arrive toujours après les travaux. Donc c'est toujours extrêmement frustrant. Et là, on a pu avoir un travail qui était très, très simultané. Et donc, il y a eu vous voyez ici le chantier euh, avec la partie nef qui avait été complètement reprise. Il y avait un plancher béton là qui a disparu, qui était celle de la salle de cinéma. Et vous avez des murs qui avaient été retraités au ciment, alors que l'abside, elle, le chœur et l'abside étaient restés, puisque c'était l'arrière-scène de la salle de cinéma, complètement intacte et pas bougé depuis. Et ce qui fait que on a également, en enlevant le sol de la salle de cinéma, retrouvé entièrement le sol en pierre des Monts d'Or, de Saint-Cyr au Mont d'Or, le sol d'origine. Et là, vous voyez le moment qui fait plaisir aux patrimoniaux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est recouverte d'un parquet pour le dojo et pour son. Mais comme on le dit souvent, parfois en guise de boutade, c'est réversible sous le parquet. On pourra toujours revenir un jour à ce sol qui est très beau et très intéressant et avec des pierres tombales. Et vous avez ici un des sujets qui a été tout à fait complexe parce que c'est le cul de four de l'abside qui avait un décor du 12e, un décor du 14e et un décor du 17e, et les trois décors étant très partiels et très dégradés. Donc là, on a, avec l'archéologue, et en ayant pu analyser les différents décors, on est parti sur un principe de démarche peut-être ruskinienne ou archéologique, où on a gardé les trois époques, donc qui sont effectivement assez difficiles à lire. Et vous voyez ici, et normalement, je ne sais pas si ça a été fait, mais il devait y avoir un panneau explicatif pour faire comprendre cette complexité. Mais vous avez quand même ici toute la partie en faux appareil de pierre qui est lui du XVIIe siècle, y compris les fenêtres où vous avez un faux appareil. Et ici, vous avez la partie 14e et dessous la partie la plus rare, plutôt en ocre, la partie 12e. Vous le voyez ici d'un peu plus près. Pardon. Et vous voyez, pardon, également ici le faux appareil du 17e qui est dans certains cas, dans certaines parties, assez complet. Alors, autre cas, alors là je dirais typiquement ruskinien, c'est
Pardon. C'est le parc de Bourgard, que certains doivent connaître, qui est donc une immense propriété du XVIe siècle à Saint-Genis-Laval, qui appartenait à la famille Gondy, et donc dont les deux terrasses supérieures ont été préservées, qui appartiennent à la commune et qui est un parc public. Et avec, dans ce parc, les ruines de la villa des Gadagnes, donc qui est symboliquement enfin, un élément très important, mais ce n'est qu'une ruine. Et on est dans un parc, donc la municipalité n'avait aucune intention ni de reconstruire un bâtiment, ni de faire. Donc là, le parti a été vraiment de restaurer la ruine. Et c'est vrai que j'y suis pas retourné depuis quelque temps, donc je ne sais pas dans quel état aujourd'hui c'est. C'est resté en bon état. Voilà, et vous voyez ici le parti, alors on a vraiment restauré, entretenu la ruine, sans plus, mais vous avez des éléments quand même très intéressants, rarissimes, qui ressemblent plus, pour ma part, je pense, à Florence qu'à ce qu'on a à Lyon, sur une porte de ce type, donc qui est quand même, à mon avis, très, très intéressant. Et là, on n'a pas pu avoir de fouilles archéologiques simultanées, hélas, ça a été... Donc là, vous voyez le chantier. Et on a... Par contre, il y a eu des parties empysées qui ont été éliminées, puisqu'il y avait des parties empysées comme c'était... Et contrairement à ce qu'on croit, même si c'était les Gadagnes ou les Gondy, vous verrez, au XVIe siècle, on construisait, entre guillemets, extrêmement mal. On mélangeait des parties en galets, des parties en pierre, des parties empysées. Ça gênait personne, a priori. Autre exemple un peu qui n'est plus très ruskinien, qui allait bien au-delà, mais c'est l'hôtel de Saron qui est dans rue de la Charité, qui est un hôtel tout à fait fin 18e, 2 ou 3 ans avant la Révolution, donc qui a été l'une des seules réalisations de ce quartier à cette époque-là. Et donc cet ancien hôtel particulier sur cour et jardin avait été phagocyté, il n'y avait plus ni cour ni jardin. C'était une imprimerie qui avait construit de part et d'autre des constructions et on ne voyait quasiment plus le bâtiment, mais qui était resté, comme vous le voyez ici, avec, pardon, avec son enduit qui est à cette époque-là, on ne le savait pas il y a quelques années, mais on en trouve beaucoup aussi dans le quartier Saint-Clair de Soufflot, dit de Soufflot. C'est des enduits plats très chauds. On avait, je vais provoquer l'Académie en disant, contrairement à ce que disait François-Régis Cotin, qu'on n'avait pas de plâtre à Lyon, au 18e, on avait bien du plâtre et des enduits plats très chauds. Et vous voyez ici, c'est tout un faux appareil. Et vous avez, vous le verrez tout à l'heure, des bas-reliefs qui sont également plats très chauds, mais façon terre cuite. Et vous avez même la partie en bas qui est un mix d'appareils de pierre et d'enduits faux appareils de pierre. Je vois les architectes rationalistes faire des têtes. Donc, vous voyez le bâtiment tel qu'il est, enfin tel qu'il était une fois dégagé, parce que l'imprimerie est partie. Les copropriétaires il y avait un des copropriétaires extrêmement persévérant qui a réussi à faire éliminer. Et donc, avec la protection au titre des monuments historiques, on a pu travailler à la restitution, alors que c'est une copropriété d'habitants. Je ne sais pas comment les définir, qui n'avaient pas de moyens particuliers vraiment importants. Là, vous voyez l'état, mais qui était encore toujours en place des bas-reliefs. Et donc là, vous voyez le chantier avec l'entreprise Comte, où ils ont pu garder certaines parties d'enduit et en restituer d'autres. Donc l'ensemble de l'enduit n'a pas été entièrement piqué. On a essayé de conserver le maximum de ce qu'on pouvait conserver.
Alors là, c'est une fois fini. Alors la photo est très mauvaise parce qu'il y a un défaut en haut de couleur. Mais par contre, vous voyez l'enduit en faux appareil dont on distingue plus les parties plâtre et chaud d'origine et les parties rebadigeonnées ensuite, sachant qu'on avait toujours un badigeon sur ces enduits. Autre détail dont je ne sais pas la question, les menuiseries, vous le verrez, étaient d'origine. Par contre, les lambrequins, est-ce qu'ils sont d'origine ou est-ce qu'ils ont été amenés après coup? Ça, on n'a pas pu le savoir. Et vous voyez donc ici les bas-reliefs dont on a retrouvé en faisant des sondages la couleur d'origine, de même que l'enduit qui a repris, le badigeon a repris la couleur d'origine suite au sondage qui avait été fait. Et vous voyez ici la partie jardin, je dirais, où avait disparu, il y avait bien des portes-fenêtres, mais dans le vide. Et donc, ça, c'est Pierre Vurpa, enfin l'agence Pierre Vurpa, qui a pour le logement aménagé le jardin de façon là contemporaine, puisqu'on ne savait pas comment il était. Et en plus, on ne pouvait pas, a priori pas le restituer parce qu'on avait des pièces en sous-sol et on ne savait pas comment ça pouvait être éclairé avec un perron. Voilà, autre détail ici aussi, il y avait des menuiseries alors sûres d'origine, 18e en place, avec leurs doucines extrêmement belles. Et donc, voilà les détails du menuisier, qui a réussi à restaurer ces menuiseries. Et elles sont toujours en place sur la façade. Donc ça, c'est la façade sur rue. Alors, ici, il n'y a pas eu de travaux de connaissance, de recherche historique très poussée, mais on peut supposer que uniquement le rez-de-chaussée est d'origine de l'hôtel et qu'on a construit au 19e siècle les logements à l'état au-dessus. Sachant qu'on ne le voit pas sur mes photos, mais il y avait des vitrines plaquées sur les façades en pierre qui ont été redégagées. Et la façade est toute en pierre de taille. Euh, voilà. Donc, autre démarche par rapport à ce que j'ai appelé la démarche ruskinienne ou archéologique, même si toutes ces démarches s'imbriquent à l'évidence. Hein. Ici, on va aborder plus ce qui est la restauration dans la logique de la charte de Venise. Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés. L'unité de style n'étant pas un but à atteindre, contrairement à la logique Viollet-le-Duc, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, au cours d'une restauration. Lorsqu'un édifice comporte plusieurs états superposés, le dégagement d'un état sous-jacent ne se justifie qu'exceptionnellement, et à condition que les éléments enlevés ne présentent que peu d'intérêt, que la composition mise à jour constitue un témoignage de haute valeur historique, archéologique ou esthétique, et que son état de conservation soit jugé suffisant. Le jugement sur la valeur des éléments en question et la décision sur les éliminations à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. Et donc, comme vous l'avez vu, presque systématiquement, dans ces opérations, il y a un architecte ou un architecte du patrimoine, le plus souvent, et l'architecte des bâtiments de France ou le conservateur régional des monuments historiques, sachant que on est dans cette notion d'échange et de dialogue, de ne pas avoir un seul homme, quand même très, très faible par rapport à l'Italie, par exemple, où les Italiens ont toujours une commission pour restaurer les monuments, beaucoup plus importante qu'en France. Je vois Jean-François Grange qui... donc, suite de la charte de Venise, les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent, alors c'est là où s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originales. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'elles respectent toutes les parties intéressantes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre
de sa composition et ses relations avec le milieu environnant. Et j'ai ajouté une phrase de Benjamin Mouton, qui est un architecte des monuments historiques, professeur à Chaillot, et qui précise justement qu'il y a toujours une interprétation, une subtilité au cas par cas. Les interventions à l'identique destinées à renforcer l'homogénéité de l'architecture et ses structures seront opérées si elles sont bien identifiées. Sinon, il se référera à la démarche analytique, mimétique, qui s'appelle parfois pastiche. Alors, un autre exemple assez ancien de restauration euh, sans architecte, mais avec une entreprise monument historique pardon, que j'ai eu la chance de connaître, qui était l'entreprise Barbero, qui était une entreprise, à mon avis, exceptionnelle, enfin qui m'a, je dirais, tout appris et formé, avec entre autres un monsieur Virieux à l'époque, qui était un chef de chantier fantastique. Et quand j'étais débutant dans l'un, j'apprenais tout 10 fois plus que ce que j'ai appris à Chaillot, pour dire les choses clairement. Et donc ici, nous sommes dans les communs du château de Vallières, avec ce qu'on appelle sommairement une charpente à la Philibert Delorme. Vous verrez la technique de construction, sachant que ce bâtiment et cette charpente est de la fin du 18e, à mon avis. Et c'est beaucoup développé à la fin 18e, à mon avis, parce que c'était une période où on n'avait pas de moyens, peu de bois. Et donc, je vais passer directement. Voilà. C'est des charpentes uniquement en planches clouées. Et il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de. Donc, c'est uniquement des planches clouées. On la voit, alors je vais trop vite, je reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez que c'est extrêmement sommaire. Alors, je reviens aux photos d'origine. Donc, ça, c'était l'état d'origine, et en particulier, voilà la charpente dans son état. Donc là, elle était irrécupérable. On a, si je me souviens bien, pu en garder une toute petite partie pour mémoire, mais donc elle a été entièrement refaite, mais sachant qu'on avait tous les éléments d'origine en place, qu'on pouvait la restituer strictement à l'identique. Et de la même manière, on avait des façades avec enduit à la chaux et un badigeon de chaux blanc laiteux, qui était en place et à mon avis qui n'avait pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Et donc voilà la restauration, donc la réfection des façades avec un enduit projeté au buis fait par l'entreprise Barbero, qui était vraiment très très proche de l'enduit d'origine. Vous le voyez ici. Et puis la toiture, dont on a refait toutes les petites tuiles écailles vernissées de l'entreprise Blache, que beaucoup connaissent, je pense, à Loire-sur-Rhône. Et donc avec, par contre, uniquement des tuiles neuves ici. Souvent, on essaye de remployer des tuiles, mais c'est vrai que le bâtiment était dans un état. Et d'autre part, le propriétaire n'avait pas des moyens pour colossaux. Et donc, je reviens donc à la charpente d'origine, qui est, zut, vous voyez ici tous les clous, hein, et chaque planche de bois, elle va d'ici à ici. Et donc, c'est comme double planche de bois assemblée. Et donc, voilà la charpente refaite à l'identique. Et sachant que les murs sont tous en pisé. Et Barbero avait refait une partie en pisé également. Alors, autre exemple, c'est l'église d'Ourou, qui a été extérieurement et intérieurement, je ne le montrerai pas, mais restaurée, sachant que c'est une église monument historique, avec un clocher de l'époque romane et une nef beaucoup plus récente. Donc on voyait toujours les traces de l'enduit ancien. Et vous voyez l'état ancien avec des problèmes de remontée d'humidité
Et là, le parti donc a été avec Gaël Robin du cabinet Archipat, une réfection de la couverture en tuiles avec des tuiles de réemploi, la tuile creuse, et puis ce qu'on appelle un enduit à pierre vue, qui est toujours une chose très difficile à réaliser parce que soit ça fait nougat un peu dégueulasse, soit ça fait. Et je trouve que là c'était un exemple qui a été bien réussi avec une entreprise locale qui n'avait pas une grande expérience. Et puis autre petit détail, c'est que Gaël Robin avait trouvé sur l'abside des joints au tuyau, à la brique, et donc a été refait à l'identique ces joints. Et alors, autre petit... non, voilà. Alors là, un cas très, très différent, beaucoup plus sommaire. Il y avait, je ne me souviens pas, ou s'il y en avait un, il ne devait pas être frappant, pas d'architecte. C'est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un lieu où les propriétés se vendent à un certain prix, comme vous le savez. Et cette grande propriété, une très très belle maison du XVIe siècle, s'est vendue à la découpe. C'était pas un monument historique, donc ça a été, je dirais, une bagarre de tous les instants pour essayer de sauver le minimum, sachant que ici aussi on avait, comme de bien entendu, au moment du piquage des enduits, des baies de toutes les époques. Vous avez des croisées à meneaux du XVIe, des fenêtres du XIXe, en haut, je dirais peut-être sans doute des fenêtres du XVIIe, mais donc une sorte de patchwork. Vous le voyez bien ici, il y avait même des cas d'une porte-fenêtre créée, là des fenêtres cintrées du XVIIIe, un arc du XVIIe. Donc une époque, enfin un mix à la fois très, très intéressant, mais très complexe. Donc vu l'interlocuteur et le programme, l'objectif a été simplement d'aller au plus simple, de garder toutes les menuiseries, tous les percements tels qu'ils étaient, ceux du 18e, du 17e, et faire un enduit à la chaux et un badigeon de chaux. Et je dirais que là, on a eu la chance d'avoir une entreprise qui a très bien travaillé et qui a pu faire des enduits à la chaux et avec ce qu'on ça a été recréé, mais je dirais que c'est une invention extrêmement simple et sobre de souligner les encadrements colorés, ce qu'on trouvait à toutes les époques, en particulier au 19e. Donc vous voyez là, et on avait retrouvé au piquage des croisées à meneaux donc, qui étaient déjà bouchées parce qu'à l'intérieur on avait un décor, donc qu'on a laissé en l'état. Et puis les fenêtres du 19e avec leurs volets, alors que les croisés à meneaux sont sans volets. Donc ça a été au jour le jour pour convaincre le marchand de biens d'aller dans cette démarche. J'ai un souvenir difficile. Alors là, un autre exemple, mais les architectes sont là, alors c'est gênant. C'est le coup, mais je vais surtout dire du bien du promoteur, donc ça, alors qu'ils n'en passent pas nécessairement beaucoup de bien. Je dirais là, c'est le couvent de la Visitation, je pense que beaucoup le connaissent. C'est un couvent du 19e siècle qui est une œuvre de Bossan de 1872 à 1884. Et donc avec, vous le verrez tout à l'heure, l'intervention d'un sculpteur qui est Dufresne, qui est assez connu, et des peintures de Razuret. Et donc cet ensemble appartenait aux hospices civils depuis sans doute très longtemps et avait été transformé en archives des hospices avec des planchers béton, avec un traitement intérieur d'archives des années 60. Inutile de vous en décrire plus. Et en plus, un bâtiment qui n'a quasiment pas de terrain. Tout l'ensemble du parc est propriété de la ville ou de la méthode de la ville, je pense. Et donc, ce couvent a été acheté par un promoteur patrimonial, je crois,
et racheté. Alors je connais jamais dans les hôtels toute la complexité des moultes propriétaires successifs et complémentaires, mais donc qui est Mathias, qui est celui qui avait fait la Cour des Loges et qui a après qui est propriétaire de comment ça s'appelle le collège dans le Vieux-Lyon et puis à, à l'Ermitage, voilà. Bref, et donc ce bâtiment de Bossan, qui était un bâtiment en secteur protégé, mais n'était pas monument historique. Et à force de le découvrir, de le visiter, et je dirais en accord avec le propriétaire, avec Monsieur Mathias, le bâtiment a été protégé monument historique en totalité. Et autre point, il y avait l'un des rares éléments intérieurs remarquables, c'était la chapelle, mais une chapelle de Bossan, donc comme vous le savez tous, pas d'une grande légèreté contemporaine, type André Putman ou autre. Et c'est vrai que la première fois que je suis allé avec Monsieur Mathias, il m'a dit qu'il était hors de question de rentrer par la chapelle et qu'il n'y toucherait pas. Et c'est en ça que je voulais dire du bien, que c'est un homme, je dirais, ouvert. C'est qu'après réflexion, après moult réflexions, il a, il a compris que ça avait un intérêt et il en a fait même l'élément majeur de son hôtel. Et donc, cette chapelle a été entièrement nettoyée. Ça a été gommé parce que tout le décor était il y a eu un peu de restauration, mais assez peu. L'hôtel donc de Dufresne et tout a été conservé. Et par contre, donc, c'est devenu le lobby de l'hôtel. Et il y a également donc les architectes quand même, je vais les citer, sinon c'est Axe Architecture qui sont ici et qui ont pu suivre toute la programmation et le projet qui était quand même extrêmement complexe. Mais je dirais qu'on avait aussi une grande chance, c'est que ce bâtiment qui était un couvent avait un programme d'hôtel tout à fait bien adapté à ce bâtiment. Et ce qui est rarement le cas, aussi, que ce soit aussi bien adapté. Et donc également, autre petit point intéressant c'est que il a été fait appel à Pablo Reynoso, qui est un artiste qui a travaillé aussi sur les quais de Saône et qui a réalisé cet élément, puisqu'on rentre par la chapelle, donc, et ensuite on part par ici, et c'est une sorte d'appel en bois qui se termine par un banc. Et alors, autre sujet qui a été longuement discuté, c'est l'entrée de l'hôtel avec, je vais revenir en arrière. Voilà, vous avez ici, l'entrée est ici. Donc c'était l'entrée de la chapelle avec une porte de chapelle traditionnelle. Et donc il y a eu un péristyle demandé fait avec Pablo Reynoso. Et puis la grande difficulté, c'est que on a demandé de conserver l'entrée d'origine de Bossan et des confessionnaux, tout en faisant une entrée avec un sas nécessaire. Et donc, je trouve que le résultat est assez exceptionnel, en sens où il y a un sas vitré, et en même temps, tout a été conservé. Alors, il y a même une porte automatique qui a réussi à être glissée à cet endroit-là, entre la porte, si je ne me trompe pas. Et alors je ne montre pas tous les aménagements qui sont, mais ici qui est intéressant pour l'œuvre de Bossan, parce que je ne connais pas d'autres cas avec des fers qui soutiennent les voûtes en briques, des fers extrêmement fins. Alors est-ce qu'ils soutiennent vraiment? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, dans la logique Viollet-le-Duc, ils sont censés soutenir les voûtes en briques, mais c'est un travail très beau. Alors, pour aller au-delà, donc, c'est un ou deux exemples, je n'en montrerai pas trop parce que, comme vous l'avez compris, ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est une réalité quand même.
c'est les restaurations des amoureux du patrimoine, des amoureux des vieilles pierres, parfois qui veulent tout reconstituer. Alors, je citerai le château d'Ampuis, qui a été restauré de façon extrêmement forte. Vous avez ici les plafonds, des plafonds fougères d'origine qui ont été entièrement sablés, alors que tous les plafonds étaient peints systématiquement. Vous avez ici une cheminée qui doit venir d'Alsace. Vous avez des lustres qui viennent. Vous avez un jardin à la française qui a été entièrement recréé, qui est assez beau d'ailleurs, mais qui est complètement une invention. Il n'y avait aucune base. Vous avez, j'ai du mal à en parler encore, mais c'est un souvenir, c'est il fallait mettre toute la climatisation. Donc il y avait une charpente à chevrons portant ferme qui a entièrement disparu. Et puis vous avez une fontaine qui vient d'Italie, qui a été mise. Voilà, je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur cette partie. Alors maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup d'exemples et c'est à la fois aussi bien sur les monuments historiques qu'en général sur le patrimoine, c'est les restaurations où il y a eu une extension, création. Donc, je vais vous montrer pas mal d'exemples. Alors, je vais reciter Benjamin Mouton. Euh, Intervention avec un style délibérément contrasté dont la lisibilité sera plus ou moins accentuée, en étant bien conscient que cela apportera un nouvel élément qui devra être assimilé par l'architecture pour ne pas en compliquer encore la lecture. Car, en définitive, il n'est pas nécessaire de remettre en question le dogme de l'écriture architecturale contemporaine opposée au pastiche, et plutôt ne convenir qu'il n'y a que des cas d'espèce où tantôt il faut intervenir avec discrétion et mimétisme, tantôt avec éclat. Le choix de ces attitudes dépendant de l'analyse et des besoins réels de l'édifice. Je crois que ça définit tout à fait les démarches d'aujourd'hui. Alors un exemple que beaucoup connaissent évidemment, qui est, je trouve, une des plus belles réalisations de mon époque, si on peut dire. Sachant que c'est bien sûr le cabinet Pierre Vurpa, l'architecte, mais je dirais qu'il y a eu un très gros travail en amont, puisque ce fort était propriété de l'armée. Et la première phase que j'ai connue, c'est que l'armée a mis en vente à la bougie au plus offrant. Et j'ai reçu 5, 6, 7 promoteurs qui voulaient aménager. Et après quelques notes au préfet, quelques discussions et autres, et surtout la très grande chance que le ministère des Finances ait une maître d'ouvrage qui recherchait à regrouper plusieurs écoles en une seule, tombe amoureuse de ce bâtiment et veuille y installer l'école. Je dirais, le programme est devenu intéressant et riche. Et on a beaucoup travaillé avec le ministère des Finances, cette dame qui dirigeait les écoles et qui était chef de projet, qui était une passionnée de patrimoine. Donc, dans le programme, pour lancer le concours, a été défini les bâtiments à conserver, ceux qui pouvaient être conservés ou démolis, et les parties qui pouvaient être modifiées. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le projet, bien évidemment. Je dirais qu'ici, c'est surtout le jeu entre l'architecture contemporaine et les bâtiments militaires qui sont extrêmement forts et extrêmement affirmés. Et tout ce qui est création contemporaine est en béton teinté dans la masse et réalisé sur place. Et en Pierre Vurpa, on a eu plusieurs réunions pour arriver. Il voulait trouver la couleur de la roche qui est ici. Et donc l'entreprise a réussi à teinter dans la masse. Je ne sais pas si aujourd'hui encore on arriverait à le faire avec les normes, parce qu'il a fallu qu'ils testent la couleur et la pierre pour y arriver. Donc voilà, vous avez ici
avec un jeu de séparation très nette entre l'ancien et le neuf. Donc l'ancien étant restitué avec enduit à la chaux et badigeon de chaux, des menuiseries à l'identique, refaites à neuf, mais à l'identique de celles qu'on avait, sachant que l'armée au 19e siècle utilisait encore les grands petits carreaux. Voilà. Autre détail, des liaisons, pardon, des liaisons entre le bâti ancien et le bâtiment neuf. Alors un autre exemple totalement différent, beaucoup plus modeste, je dirais, qu'a fait Didier Replin, c'est un donjon à Saint-Germain-en-Mont-d'Or qui était vide. La commune voulait qu'on puisse accéder au sommet de ce donjon. Donc il a été créé un escalier contemporain en métal avec des planchers bois un accès donc au sommet, sachant que le bâtiment étant tout petit, c'est accessible que par 19 personnes. Vous voyez, un élément avec les parties, puisque ce bâtiment ne peut pas être ouvert tout le temps, évidemment. Donc avec les parties fermées, les grilles et l'accès ici, vous avez l'accès à la terrasse haute où on a une très belle vue d'ailleurs si vous avez l'occasion. Alors autre exemple qui me fane le cœur, comme on dit, un château, le château de Raptour à Thésée, et toutes les photos que vous allez voir ont disparu. C'est un château qui a été extrêmement compliqué, qui était propriété de 2 ou 3 agriculteurs qui étaient à l'abandon complet, qui menaçaient ruine. Et c'est un des rares cas que j'ai connus où l'État je ne trouve plus la formule, dis-moi Jean-François. L'État s'est substitué. De, voilà. Voilà, et de se substituer aux propriétaires. Et donc, comme l'État a menacé de se substituer aux propriétaires, les propriétaires agriculteurs ont quand même vendu, accepté de vendre, et ça a été acquis par quelqu'un qui connaissait bien Adilon, Georges Adilon. Et le bâtiment, qui était donc quasi à l'abandon, a été restauré, je dirais, de façon presque ruskinienne, si on veut, et les menuiseries ont été entièrement redessinées par Georges Adilon. Alors ça devait être dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Donc, je vous montre les différentes parties. Vous voyez que les façades ont été restées avec des traces d'enduit et entre autres ce garde-corps qui était, je trouve, très beau et très subtil, qui à la fois est très contemporain mais avait un jeu très subtil. Et par contre, le propriétaire connaisseur d'Adilon a revendu son château et le nouvel acquéreur a remis des fenêtres à petits carreaux et sans autorisation. Alors, autre cas intéressant et original, c'est le clocher. Alors, je vais peut-être aller d'abord ici. Le clocher d'Anse. Alors, c'est un sujet tout à fait passionnant parce qu'il y a à la fois, c'est une église du 19e siècle, comme on en voit des centaines ou presque, je caricature, mais dans le Rhône, avec des dommages de guerre, un clocher en béton qui montait jusqu'ici, qui a été refait dans les années 50. Alors je devrais soit voir l'architecte, mais je l'ai oublié. Vékerlin, voilà. Et avec un problème, c'est que la partie haute était en très mauvais état. Les armatures, le béton, les armatures avaient fait tout péter. Et il fallait faire des travaux. Et autre point fondamental, c'est qu'il y avait localement sur Anse une mémoire de détestation de ce clocher en béton. Et donc, la réparation, la commune, je dirais, entre guillemets, avec les habitants, a exigé qu'on reste au départ un clocher comme à l'identique du 19e siècle, qu'on refasse le clocher du 19e siècle. Et on est arrivé à cette réponse
qu'a fait Philippe Allard suite à un concours, si je ne me trompe pas, et donc où a été conservée la partie de Wekerlin en bon état et recréer une flèche, mais une flèche en métal, en acier inoxydable, totalement contemporaine. Et on peut discuter à l'infini de cette, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir les démarches qui sont pas qu'architecturales, puisqu'il y avait toute ce sentiment local tout à fait fort. Et c'est vrai que la première fois que j'ai été à l'Amérique, ils m'ont dit mais on va refaire le clocher. J'ai explosé en disant c'est hors de question. et, et après moult discussions, on est arrivé à ce travail que je trouve quand même très intéressant. C'est Philippe Allard a utilisé. Oui, j'ai oublié de le dire. À Villeurbanne, il avait déjà testé ces mailles inoxydables que Perrault a fait pour la première fois, je crois, à la Grande Bibliothèque et qui ont servi à faire les volets roulants de l'hôtel de ville de Villeurbanne. Parce que l'hôtel de Villeurbanne, avec ses fenêtres de 7 mètres de haut, avait des volets roulants en bois à l'origine. Et ils n'ont jamais fonctionné quasiment. Donc il fallait trouver une solution différente, en particulier pour se protéger du soleil, parce qu'il y a une façade occidentale vu la grandeur des vitres. Et il avait trouvé ce textile inoxydable qui a permis, qui s'enroule et qui fonctionne, à ma connaissance, assez bien. Et donc ici, il a également utilisé ce textile d'inox. Alors, avant-dernier projet, un projet qui date bien avant que je sois là, qui date de, je ne sais pas, le premier effondrement des années 60, je pense. C'est le Grand Perron à Bière-Bénite, qui est en train, enfin, de sortir d'une mort que tout le monde croyait inéluctable, à savoir que ce bâtiment appartenait aux hospices civils et que les hospices civils l'ont laissé s'effondrer pendant 50 ans, alors que c'était un monument historique, en partie classé pour cette façade et inscrit pour les autres façades. Mais il n'y avait aucun programme, enfin il y a eu 36 programmes, il y a eu je ne sais pas, moi présent, j'ai peut-être été à 15 réunions entre les hospices, toutes plus injurieuses les unes que les autres. Et je dirais presque par miracle, il y a quelques années, par besoin de logements étudiants, un promoteur s'est lancé dans le projet de restituer, enfin de reconstruire ce bâtiment. Alors, donc il a pu faire un bâtiment entièrement neuf de logement étudiant en béton, c'est Audard Favaro qui ont fait ce projet, que je trouve très intéressant aussi. C'est un béton brut très, très réussi. Et donc voilà le bâtiment, mais ça c'est la partie qui était conservée survivante. Mais je ne suis pas sûr d'avoir les photos. Si, voilà. Et vous avez ici, il reste ce morceau-là et tout ça s'est effondré, était une ruine complète. Et donc le parti retenu par Audard et Favaro, c'est de faire ce que les archéologues appellent une anastylose. Et c'est donc de reconstruire la partie en ruine, en béton, mais entre guillemets quasi à l'identique de la partie d'origine. Sachant que Jean-Gabriel Mortamer en avait fait des relevés, on a même, et ça je ne l'ai pas encore vu, mais il y a une cheminée qui avait été déposée et qui va être remise en place. Et donc voilà la façade qui est en fin de chantier, où vous voyez les croisées à meneaux restituées, si on peut dire, en béton. Vous avez les cordons en pierre qui sont ici en creux, mais qui sont positionnés et recomposent, vous le voyez mieux encore ici,
Vous avez ici la partie donc évidemment ancienne qui elle va être restaurée à l'identique, sachant que cette façade a été beaucoup étudiée par Jean-François Chavanis. Pas uniquement par moi, parce que Oui. j'ai fait l'objet avec le petit Perron qui est le voisin de ma thèse d'architecte en chef des monuments historiques. Et je ne suis pas historien et les recherches que j'avais menées à l'époque, ça remonte aux années 1980, 181 je crois, ou 80, ne m'avaient pas permis de trouver des choses que Philippe de la Chapelle, l'un des archipapes, a trouvé plus tard. Et en fait, j'avais fait toute une analyse qui se trouve être complètement blackboulée par les Mhm. recherches et les documents qui ont été trouvés plus tard. Donc, Voilà, mais sachant je qu'on suis a... ravi en tout cas que Ramperon arrive à se Ah tenir ben, dans c'est, ces je normes. dirais, c'était inimaginable de sauver ce bâtiment. Je crois qu'en fait, l'écroulement sur la rue n'était pas uniquement le fait des hospices, c'est qu'il y avait eu un projet d'élargissement de cette rue Ah oui. qui devait enlever à peu près 5 mètres d'épaisseur au bâtiment. Donc il avait été préventivement démoli Mhm. pour aller Mhm. jusqu'à. Puis finalement, la rue ne s'est jamais élargie. Et tant mieux finalement, parce que finalement, on retrouve la forme de cette maison des Mhm. champs qui est vraiment intéressante. Et entre autres, cette façade qui est classée parce qu'elle est Renaissance. À une Elle fait époque, le on travers parlait de Renaissance en Serlio. fait. Et elle a été, c'est très curieux du point de vue patrimonial, doublée au XVIIe siècle, à l'imitation exacte du XVIe. Ce qui est une chose qui ne se produisait Mhm. absolument jamais parce Mhm. que nos ancêtres n'avaient aucun respect la plupart du temps pour ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs. Et moi, je n'avais pas du tout vu la chose. Voilà, et donc, vous voyez ici le parti de recréer les percements et les cordons qui sont ici en creux dans le béton. Voilà, c'est les seules photos. Alors, vous pourrez sûrement, il faut que j'y retourne et vous aussi visiter. C'est un beau projet. Et Godard Favaro sont des architectes qui sont loin d'être toujours patrimoniaux, pour tout dire. J'ai eu parfois quelques discussions violentes sur des projets en centre-ville, parfois brutaux. Et je trouve qu'ici, ils ont une réponse quand même assez fantastique. Alors, autre projet qui est assez modeste, mais que j'ai suivi, qui a duré pendant tout mon mandat, si on peut appeler ça comme ça, c'est le domaine de Melchior Philibert, qui avait été acquis par la commune de Charly dans les années, j'en sais rien, 70 ou bref, et la commune en avait revendu une partie pour faire une maison de retraite, ce qui a un peu abîmé l'ensemble. Et puis surtout, une déviation était prévue par la communauté urbaine. Et après moult discussions, échanges, l'ensemble de la propriété a été protégé monument historique. Et sachant que le bâtiment, la partie la plus exceptionnelle patrimonialement, c'est une salle qui a des fresques du fin 16e qui sont exceptionnelles. Mais par contre, on a donc une autre, la maison principale qui a été extrêmement refaite au 19e. Dans sa restauration, on y a redécouvert quand même des décors du 16e. Il y avait ce bâtiment qui était une ancienne ferme. Et puis ici, il y avait également des hangars anciens du 19e qui n'avaient pas d'affectation, qui étaient monuments historiques. Mais après de nombreuses discussions, et une municipalité qui a voulu sauver l'ensemble et retrouver un programme a décidé de faire un théâtre. Et il y a eu un concours. Et donc, c'est Fabre et Speller qui ont fait en particulier la restauration du TNP qui mérite un gros détour et qui ont restauré à Saint-Pétersbourg l'opéra de Saint-Pétersbourg, associé avec Nicolas Détry et Morel, dont je ne sais plus le prénom, mais un autre architecte du patrimoine. Donc il y avait deux architectes du patrimoine et Fabre Espeller. Et donc ici, c'est le théâtre qu'a fait Fabre Espeller, un petit théâtre entièrement en bois, intérieurement comme extérieurement, et couvert en zinc pigmento. Donc vous avez ici
la, pardon, j'y arriverai. Voilà, la ferme qui a été restaurée assez fortement parce qu'elle a été transformée en école de musique. Donc intérieurement, il n'y a plus, mais tous les percements sont d'origine. Et a été repris le parti de faire le décor, la façade du 19e, avec son décor qu'on retrouvait en place. Euh, voilà, avec des lucarnes que j'ai acceptées, mais dont je ne suis pas convaincu de- toujours. Mais parfois, il y a des architectes qui sont têtus. Et voilà. Donc voilà pour cet ensemble, sachant que la municipalité avait été élue, la précédente municipalité ne voulait pas garder ce bâtiment, ils voulaient le vendre. Et donc ça avait été un enjeu électoral, et donc la municipalité a été élue pour réutiliser ce bâtiment. Donc elle a créé un théâtre, une école de musique, et dans le bâtiment principal, c'est dites-moi, ce qu'on trouve partout maintenant, où il y a des bureaux communs. Un coworking, voilà. Et donc un programme tout à fait ouvert. Et je crois qu'ils ont trouvé une solution aussi pour entretenir l'ensemble du parc. Et le maire vient de décéder d'ailleurs. Alors, autre sujet dont vous avez aussi tous entendu parler, c'est les facultés, pardon, les prisons, excusez-moi, les deux prisons, la prison de la prison Saint-Joseph et la prison Saint-Paul, sachant qu'aujourd'hui, je vous ai mis que les photos de la prison Saint-Joseph, parce que contrairement à la prison Saint-Paul, où on peut voir très facilement l'ensemble du projet, et c'est une prison intéressante, visible, mais je dirais pour les spécialistes assez banale, entre guillemets, parce que c'est un plan panoptique en étoile et on en trouve quand même plusieurs en France. Alors que celle-ci, la prison Saint-Joseph, est une prison de Baltard père, celui qui a fait le palais de justice de Lyon. Elle date de 1827-1830 et elle est complètement unique dans son genre, puisqu'il s'est inspiré des hôpitaux et c'est une prison en peigne, ce qu'on appelle, sur plan orthogonal, avec un élément central de gardiennage et chapelle. Et donc, ces prisons, propriété du ministère de la Justice, voilà, devaient être entièrement rasées, sachant que l'emplacement avait une valeur très importante. Et donc, l'objectif était de la vendre au plus offrant, au promoteur le plus offrant. Mais je dirais qu'il y a eu les associations, les Lyonnais, l'architecte des bâtiments de France, et que après 50, j'exagère, mais 20 réunions avec le préfet, qui allaient dans un sens, dans un autre, et moult discussions, on est arrivé à ce qui est une acceptation de réfléchir sur une possibilité de ne pas tout démolir. Sachant qu'il y a eu un premier concours d'idées qui n'avait d'autre objectif que de voir si c'était possible ou pas, et qui a conduit le préfet, contrairement à ce que voulait le ministère de la Justice, pour dire les choses très clairement, a demandé qu'il y ait un concours officiel avec restauration, et avait été défini certaines parties à conserver obligatoirement, d'autres parties pouvant être ou conservées ou démolies. Voilà un petit peu la démarche, sachant que beaucoup doivent la connaître ici. Mais donc l'ensemble a fait l'objet d'un concours, c'est pas un concours, c'est un appel promoteur architecte, pardon. Et donc c'est le groupe OGIC d'Entresang qui a été retenu, avec associé, enfin c'est eux qui ont piloté l'ensemble, mais avec la partie, comme vous le savez, Fac Cato sur Saint-Paul. Et donc par contre, OGIC qui a construit
sur cette partie Saint-Joseph, à la fois 107 logements, dont 54 logements sociaux, une partie résidence étudiante, habitat et humanisme et 11 000 m² de bureaux. Alors ici, sur cette partie-là, on avait le cabinet d'architecte parisien Horry et l'architecte des monuments historiques Frédéric Didier. Et donc, ce qui est tout à fait, je trouve, intéressant, c'est qu'on a pu, même si c'est un sujet qui sera éternellement discutable, critiquable, et conserver des éléments de Baltard qui sont d'une qualité exceptionnelle, à savoir toutes ces... Il faudrait que je reprenne plutôt ça. Toutes ces galeries qui sont en pierre de taille massive, colossale, avec des blocs de Villebois comme au Palais de Justice, absolument fantastique. Et par contre, un programme, vous avez ici les logements sociaux, extrêmement importants en surface, parce que le préfet avait demandé que le montant de la vente reste le même, même si on ne démolissait pas. Donc ça voulait dire déplafonner les hauteurs et une difficulté. Et donc, par contre, ce que je trouve et ce que je ne croyais pas vraiment avant la réalisation, c'est que la partie de Baltard intérieure, même si elle est à côté d'énormes bâtiments, a gardé, je trouve, sa force et son échelle. Et vous voyez ici la partie centrale qui est à Habitat Humanisme. Pour l'instant, je ne crois pas encore réutilisée, mais où il y aura une bibliothèque dans la chapelle et qui est un ensemble magnifique à l'intérieur, en pierre, une voûte en pierre de Villebois massive, avec et sur, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais donc voilà un petit peu cette réalisation, je dirais, qui montre à la fois tout l'intérêt du patrimoine, l'intérêt d'en conserver et en même temps la difficulté et la critique évidente, sachant que on aura éternellement les patrimoniaux qui disent que tout a été détruit, qu'il valait mieux tout démolir que de garder des moignons de murs et d'enceintes, et les contemporains qui diront que c'est dommage qu'on n'ait pas fait un projet contemporain remarquable ici. Mais pour ma part, je pense que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas honteux non plus. Voilà. Merci de votre